Janvier 2025, le Sahel tremble, 10 millions de pintades annoncées, un pari agricole déployé dans un désert réputé stérile, là où même l'herbe hésite. Les sceptiques additionnent les risques, les partisans comptant les œufs, deux arithmétiques rivales pour un même horizon, l'une froide, l'autre vivante. Et vous, qu'est-ce que cela change à votre table, à votre budget, à votre idée d'indépendance, quand Ibrahim Traoré promet de nourrir avant de convaincre? Regardez bien, si l'on cultive la liberté à la vitesse d'un battement d'ailes, peut-être que le sable cache déjà des graines, et que la pluie sait encore revenir. Sous la chaleur blanche du Sahel, Ibrahim Traoré n'a pas parlé de miracle, mais d'équation. Si nous pouvons nous nourrir, nous pouvons nous libérer, dit-il, résumant une philosophie de souveraineté plus qu'un programme agricole. L'opération Green Protein promettait d'élever 10 millions de pintades, non pas dans des fermes d'État, mais dans les villages eux-mêmes, une logistique d'indépendance fondée sur la biologie du désert. Le bénéfice annoncé ne se mesurait pas en tonnes de viande, mais en kilomètres de chaînes logistiques brisées. Là où l'aide internationale calculait les déficits, Traoré comptait les ailes qui battent contre la dette. Pour un pays qui importait plus de 70% de ses protéines animales, chaque couvoir artisanal devenait un manifeste. Derrière la promesse, un risque clair. Si la nature échouait, la confiance populaire s'effondrerait aussi vite que la poussière se lève. Mais c'est peut-être cela le pari, replacer la survie dans les mains de ceux qui vivent la sécheresse et non dans celles qui l'observent depuis les satellites. Dès le premier trimestre, les chiffres ont surpris même les sceptiques. La dépendance alimentaire locale a chuté de 9% et les pertes de bétail dues aux insectes ont diminué de près de 15%. C'était minuscule sur les graphiques mondiaux, mais gigantesque pour un pays où chaque pourcentage traduit des repas réels. Ce mini-miracle ne provenait pas d'une technologie cachée, mais d'un animal ancestral. Ibrahim Traoré avait choisi la pintade sauvage d'Afrique de l'Ouest, capable de survivre à 45 degrés, de se nourrir d'insectes ravageurs et de pondre 100 œufs par an sans infrastructure moderne. À l'inverse des projets agricoles importés qui transforment les paysans en sous-traitants, celui-ci les rendait copropriétaires du désert. Dans les villages de Dorikaya, de Dori et d'Arbinda, des écloseries faites de ferraille et de bois surgissaient comme des balises d'autonomie. Les enfants les appelaient les oiseaux de la liberté. Ce que le monde voyait comme un geste symbolique fonctionnait, silencieusement. Le Sahel, lentement, changeait de texture. À l'aube, le bruit rythmique des ailes remplaçait les sirènes des convois d'aide. Là où la statistique internationale cherchait des indicateurs, les villageois comptaient des rires, des marchés ouverts, des feux de petit déjeuner. Les économistes occidentaux jugeaient l'expérience inefficace, pas de machines, pas d'investissement étranger, aucune garantie d'échelle. Mais les résultats défiaient les théories. Dans les zones pilotes, le revenu rural augmentait de 8%, la migration des jeunes diminuait et la biodiversité se densifiait naturellement. Le ministère burkinabé de l'écologie parlait d'un système de protéines durables conçu pour le Sahel. Pour Traoré, ces données n'étaient pas une fin. Elles validaient une intuition ancienne, qu'une nation peut se régénérer par la biologie autant que par la volonté. Le désert devenait un tableau de bord, et chaque plume, une ligne de code écrite dans la langue du vent. Dans les sables de Waïgouya, l'histoire prit un visage, celui d'Amina Senou, 28 ans, mère célibataire et première bénéficiaire de la coopérative locale. Elle avait reçu 10 pintades, offertes non comme charité, mais comme semence sociale. 1 an plus tard, elle en possédait plus de 400. Sa cour était devenue une ferme miniature où les plumes remplacèrent des machines. « Quand je vends des œufs, je vends la liberté », disait-elle doucement. Son témoignage circula sur les réseaux, transformant un programme rural en symbole de dignité. Les femmes du Nord commencèrent à échanger des paniers d'œufs comme on prête de la monnaie. Une économie de reproduction lente, stable et organique. Ce système, né du sable, portait les germes d'une réforme invisible, celle de la confiance. Dans les villages de Dori et de Sode Seba, les enseignants intégraient désormais les données d'éclosion dans les cours de mathématiques. Chaque plume est une donnée, expliquait un instituteur riant sous le soleil. À travers cette pédagogie improvisée, la science redevenait pratique,
quotidienne liée à la Terre. Les caméras étrangères venues filmer la protéine verte s'attendaient à trouver de l'exotisme. Elles découvrirent plutôt une ingénierie du lien, des communautés qui coopéraient hors du marché mondial, reliant biologie, mémoire et souveraineté. Pour Ibrahim Traoré, chaque histoire individuelle valait davantage qu'un communiqué. Là où d'autres voyaient un éleveur, ils voyaient un citoyen qui reconstruit la nation à hauteur de main. Le désert, à force d'ailes et de rires, redevenait cultivable. Tout commença avec une décision discrète. Ordonner la construction de couvoirs dans 22 provinces, sans appel d'offres, sans financement extérieur. En 45 jours, plus de 600 structures étaient dressées, parfois de simples cages de bois recouvertes de tôle. Le pays entier entra en mouvement, non par décret, mais par imitation. Les images se répandirent comme le vent, des enfants relâchant des volées de pintades sur fond de dunes rouges, des femmes traçant au bâton les premiers enclos communautaires. Dans la capitale, les analystes doutaient, dans le nord, on agissait. Le plan prit corps, non pas dans les bureaux, mais dans les gestes. La phase d'activation dura 3 mois. Chaque village forma ses gardiens, anciens, jeunes, instituteurs. Les œufs étaient comptés, échangés, parfois bénis. Ibrahim Traoré visita discrètement plusieurs sites, évitant les caméras, serrant des mains couvertes de sable. Il répétait une seule phrase, « Ce que nous faisons ici n'est pas de l'agriculture, c'est de la mémoire ». Puis vint le basculement. La télévision nationale diffusa, pour la première fois depuis des décennies, des images de récoltes et de rires. Le pays tout entier se vit autrement. Les marchés se remplirent, la viande fraîche réapparut. Les critiques dénoncèrent un théâtre rural. Pourtant, le théâtre nourrissait. La foi aussi devient une infrastructure lorsqu'elle se partage. À la fin du 4e mois, la production d'œufs dépassait les prévisions de 12%. Les importations de volailles chutèrent. Les indicateurs internationaux s'inversèrent sans que personne n'ait signé de prêt. Les rapports d'ONG restaient muets. Les graphiques du ministère s'illuminaient. La tension monta quand les premiers articles étrangers évoquèrent une illusion écologique. Des experts prédirent l'effondrement des écosystèmes, mais le contraire advint. La poussière se stabilisa. L'humidité du sol augmenta de 6%. Le bruit des ailes se fit rituel. C'est alors que le programme entra dans sa phase politique. Les voisins du Mali et du Niger envoyèrent des délégations discrètes. L'Union africaine cita le modèle burkinabé dans une note interne sur la résilience climatique. Et, pour la première fois, la carte du Sahel fut commentée non pour ses frontières, mais pour sa fertilité. Quand Ibrahim Traoré reparut à la télévision, il parla moins d'oiseaux que d'attitude. Ce que nous cultivons, ce n'est pas la chair, c'est la dignité. Sa voix était calme, presque professorale. Derrière lui, les enfants d'Amina Senou lâchaient des pintades vers l'horizon. Le désert, filmé en plan large, ressemblait à un archipel de vie. Le sommet fut atteint quand les premiers drones d'observation captèrent les traînées vertes suivant les routes de migration. Les images firent le tour du monde. Le Sahel, dit-on, respirait, et au-delà des chiffres, un frémissement s'imposait. La liberté retrouvait sa texture. La phase de retombée ne fut pas un retour au silence, mais une lente pulsation. Le sable vibrait d'ailes invisibles. Ce qui avait commencé comme un plan agricole devenait un récit collectif. Le premier repère était clair. La dépendance alimentaire du Burkina Faso est passée de 72% à 63% en 18 mois. Un glissement de 9 points qui, sur le papier, paraît mince, mais sur le terrain, équivaut à des milliers de repas non importés. Chaque pourcentage racheté, c'était une dette effacée. Deuxième repère, la perte de bétail due aux invasions d'insectes a chuté de près de 15%. Ce chiffre n'est pas anodin. Chaque animal sauvé protège plusieurs familles contre la ruine saisonnière. Dans le désert, les données sont des battements de cœur. Elles se mesurent en survie, pas en colonne Excel. Troisième repère, le revenu rural a progressé d'environ 8%. Derrière cette moyenne se cachent des milliers de femmes et d'hommes qui, pour la première fois, vendent un produit dont ils contrôlent tout le cycle. Ces 3 deltas dessinent un récit que ni les aides extérieures, ni les modèles occidentaux n'avaient anticipé. Le ministère de l'Agriculture parla de écosystème endogène, les économistes locaux de indépendance arithmétique. Les courbes
prenaient une forme que les logiciels ne prévoyaient pas, lente, organique, irrégulière. Ibrahim Traoré, lui, y voyait la preuve d'un principe simple. La nature récompense ceux qui l'écoutent. Une mission conjointe FAO-CEDEAO confirma discrètement. Dans les zones semi-arides, la fertilité du sol avait augmenté de 40%. Les analyses d'échantillons montraient un enrichissement progressif en matière organique grâce aux fientes et au déplacement continu des oiseaux. C'était de la chimie populaire. Pas d'engrais, pas de crédit, juste des ailes et du temps. L'argument des détracteurs s'effrita. On attendait une explosion démographique incontrôlée des volatiles. On observa au contraire un équilibre. Les scientifiques burkinabés parlèrent de écologie adaptative. Les oiseaux se régulaient d'eux-mêmes selon la disponibilité des insectes. Un cycle naturel remplaçait la supervision technocratique. En marge des chiffres, un autre indicateur apparut. La migration des jeunes vers les villes diminua pour la première fois en 10 ans. Moins d'exode signifiait plus de main-d'œuvre locale, plus d'écoles, plus d'avenir. Les statistiques, autrefois froides, racontaient désormais une biographie collective. Les observateurs étrangers tentèrent de traduire ces réussites en langage macroéconomique. Ils parlèrent de rendement, de modèles duplicables. Mais au Sahel, les mots se rebellaient. Ici, on ne calculait pas les gains, on les vivait. Ce que les tableaux nommaient croissance, les villageois l'appelaient paix. Ibrahim Traoré, dans une allocution radiophonique, refusa le triomphe. Nous ne cherchons pas la preuve du miracle, mais la cohérence de la vie. Son ton restait posé, presque professoral, comme s'il commentait un devoir de mathématiques à ciel ouvert. Ainsi, les données deviendront récits, les graphiques, mémoire. Et quand la presse étrangère demanda s'il existait un plan B, un conseiller répondit avec un sourire. Oui, la continuité. Le désert, à force de chiffres, avait fini par produire du sens. Les critiques les plus sévères vinrent de l'extérieur. Pour les économistes de Londres et de Washington, le plan Green Protein relevait d'un populisme rural voué à l'échec. Sans machine, sans capital, il ne pouvait pas nourrir 19 millions d'habitants. L'argument semblait rationnel. Aucun modèle statistique n'intégrait les comportements spontanés d'une population dispersée sur un territoire semi-aride. À l'opposé, les défenseurs africains y voyaient une démonstration de souveraineté écologique. Pour eux, le vrai calcul n'était pas le rendement par hectare, mais la quantité de dépendance effacée. Chaque œuf pondu localement valait un conteneur de moins sur les routes européennes. Cette rhétorique bousculait les conventions du développement car elle déplaçait la valeur de la production vers la valeur de l'autonomie. Entre ces deux blocs, un argument pont apparut. Des chercheurs de Dakar publièrent une étude notant que les modèles occidentaux oublient systématiquement le coût énergétique des importations. Transporter 1 kg de volaille congelée consomme plus d'énergie qu'en élever 10 sur place. Ibrahim Traoré reprit cette donnée pour inverser le débat. Ce que vous appelez inefficace est peut-être simplement honnête. Cette phrase, relayée sur les radios régionales, devint un point d'équilibre. Elle montrait qu'un projet peut être lent, dispersé, organique et pourtant efficace dans une autre unité de mesure, la résilience. Les opposants rétorquèrent que le hasard pouvait expliquer les bons chiffres. Mais la persistance des tendances, baisse des importations, hausse de la biodiversité, stabilité rurale, fit taire les sceptiques. En vérité, le plan Green Protein n'était ni miracle, ni naïveté. C'était une équation ouverte. Moins de dépendance égale plus de contrôle sur le destin. Et quand le monde demandait des garanties, le Sahel répondait par l'expérience. L'avenir, ici, ne se prouvait pas. Il s'élevait plume après plume. Le silence a changé de forme. Au milieu de l'année 2026, les satellites européens détectèrent des traînées vertes traversant le Sahel sur plus de 200 km. Les images, d'abord classées anomalies climatiques, révélaient des bandes étroites de végétation suivant exactement la route des piintades migrantes. Les scientifiques parlèrent de hasard, les paysans, eux, y virent une bénédiction. La rumeur enfla, les oiseaux auraient semé le désert. Les plumes transportaient des graines, la poussière portait la vie. Pendant que les chaînes occidentales titraient « Échec écologique », la radio nationale diffusait les chants d'enfants lançant des graines à la volée. Ibrahim Traoré réapparut à la télévision, calme, vêtu de lin clair. Certains disent que nos oiseaux sont perdus.
Et si au contraire il nous montrait le chemin, cette phrase coupa la conversation mondiale en deux. Visionnaire pour les uns, dangereux romantique pour les autres, il incarnait désormais un mystère politique, un pays qui laisse la nature décider. La caméra montra un enfant levant les yeux vers les nuages. Sous le vent, un murmure d'ailes répondait. Dans les semaines qui suivirent la migration verte, le pays entier entra dans une phase d'observation fascinée. Les effets ne furent pas seulement écologiques, ils furent institutionnels, économiques, sociaux et culturels. Pour l'État, au niveau de l'État, l'impact se traduisit d'abord par des bilans inattendus. Les dépenses d'importation alimentaire chutèrent de 11% sur un an, soit plusieurs milliards de francs CFA économisés. Cette marge budgétaire permit d'augmenter de 20% les programmes d'irrigation rurale. L'administration découvrit qu'une politique lente, fondée sur la participation, coûtait moins qu'une urgence importée. Les diplomates étrangers, déconcertés, cherchaient encore comment négocier avec un gouvernement qui n'attendait plus l'aide. Pour les entreprises locales, du côté des entreprises locales, l'effet fut une renaissance. Les marchés de Waiguya, Dori et Kaya virent apparaître des ateliers de fabrication de couvoirs, de clôtures, de moulins à graines. L'économie circulaire prit corps, bois recyclé, ferraille et l'état compost, tout devenait ressource. Les micro-entreprises détenues par des femmes augmentèrent de 38% en 2 ans. La coopérative Cénovert exporta même, pour la première fois, des œufs séchés vers le Mali. Pour la population rurale, pour les communautés rurales, les changements furent intimes. La malnutrition infantile recula de 14% dans les zones du Nord. Les médecins observèrent des poids de naissance plus élevés et moins d'infections respiratoires, signe d'une immunité renforcée par un régime stable. Les enfants parlaient désormais des oiseaux comme d'amis, non d'animaux d'élevage. Un vieil agriculteur déclara à la radio « Quand la terre respire, nous respirons ». Cette phrase fut reprise dans les écoles. Pour la région, à l'échelle régionale enfin, le modèle devint contagieux. Le Niger lança un projet jumeau. Le Mali annonça son propre programme pilote. La CEDEAO cita le Burkina Faso comme prototype de résilience communautaire. Même la Banque africaine de développement demanda une étude sur l'économie des plumes. L'expression fit sourire, mais l'idée progressait. La souveraineté pouvait se cultiver. Dans ce tableau d'effets mêlés, Ibrahim Traoré resta étrangement discret. Ses rares discours portaient sur la patience. Il faut laisser le vivant respirer avant de le mesurer. Pourtant, son nom devint un symbole régional. Des chansons, des peintures, des graffitis le représentaient tenant un œuf dans la paume, métaphore d'un pouvoir non coercitif. Les observateurs occidentaux, eux, restaient divisés. Certains saluaient un modèle d'écologie pragmatique, d'autres dénonçaient un mythe romantique. Mais les chiffres ne reculaient pas. Le désert continuait de verdir, lentement, obstinément. Et tandis que le monde cherchait des preuves, le Burkina Faso, lui, cultivait des certitudes, que la foi dans la vie vaut parfois mieux que la preuve de son rendement. Les experts burkinabés ont convenu d'un horizon de 6 à 12 mois pour évaluer la phase 2 du projet Green Protein. 3 trajectoires se dessinent aussi contrastées que complémentaires, l'une prudente, l'autre confiante, la troisième inquiète. Dans le scénario de base, la croissance se stabilise. Les couvoirs communautaires atteignent leur rythme d'équilibre, reproduction maîtrisée, mortalité contenue, maintien d'un stock de 10 millions d'oiseaux. L'État intègre la filière au budget agricole régulier et impose un quota minimal d'achat local dans la restauration publique. Le pays se nourrit majoritairement de ses propres protéines. Ce scénario réaliste assure la continuité et consolide les acquis sans miracle apparent. Dans la version optimiste, les données confirment la migration végétale. Les traces de verdure observées par satellite s'étendent, la pluviométrie augmente légèrement, les revenus ruraux dépassent plus 12%. La bande verte du Sahel devient une zone d'expérimentation pour toute l'Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré, dans ses discours, glisse moins le mot indépendance que celui de transmission. Il veut que le modèle échappe à son propre nom. Le Burkina Faso deviendrait non seulement autosuffisant, mais formateur, un centre de savoir écologique.
Dans l'hypothèse la plus difficile, des aléas climatiques inversent la tendance. Une sécheresse sévère pourrait réduire de 30% les effectifs d'oiseaux et épuiser les coopératives. L'État, sous pression, pourrait réintroduire des importations massives, brisant la boucle d'autonomie. Ce scénario rappellerait la fragilité d'un succès dépendant du climat et de la foi collective. Dans les 3 cas, une constante demeure, la population a goûté à la souveraineté. Et ce goût-là ne disparaît pas. Le risque n'est pas l'échec, mais l'oubli. Pour éviter cela, le gouvernement doit documenter, archiver, enseigner, transformer une expérience en méthode. Le véritable enjeu n'est pas de prédire le désert, mais de penser avec lui. Regarder le Sahel verdir, c'est aussi se regarder soi-même. Dans un monde saturé d'algorithmes et d'urgence, un pays pauvre a rappelé une vérité embarrassante. La survie n'a pas besoin d'autorisation. Le projet Green Protein n'est pas seulement une histoire d'oiseaux, c'est une leçon de lenteur dans une époque pressée. Pour le citadin européen, cette expérience résonne comme un miroir inverse. Ici, on subventionne pour produire. Là-bas, on partage pour exister. Chaque couvoir artisanal, chaque rire d'enfant sur fond de vent chaud remet en cause notre définition du progrès. Quand la souveraineté devient un acte biologique, les indicateurs économiques perdent leur monopole du sens. Pour le spectateur africain de la diaspora, c'est une réconciliation. Le Burkina Faso de 2026 ne demande pas qu'on l'aide. Il montre qu'il peut aider à penser autrement. Ibrahim Traoré ne joue pas le héros. Il incarne une posture de témoin, celui qui écoute la terre avant de lui donner des ordres. Son exemple rappelle que la politique peut encore servir la vie, et non l'inverse. Et pour tous, enfin, c'est une invitation. Celle de ralentir assez pour entendre le battement du monde. Car la force du récit burkinabé n'est pas dans les chiffres, mais dans la cohérence entre gestes et paroles. Ce désert qui reverdit pose la même question à chacun. Que ferions-nous, nous aussi, si la liberté poussait à nos pieds ? Pour que le plan Green Protein dépasse la symbolique et devienne politique publique durable, 5 chantiers précis se dessinent. Standardisés sans figer. Le gouvernement veut créer un cadre coopératif unifié, recensant chaque couvoir communautaire. L'objectif, harmoniser la formation et la traçabilité sans bureaucratiser la vitalité locale. Le succès se mesurera au taux de survie des jeunes oiseaux, pas aux formulaires remplis. Former les formateurs. Des instituts agricoles de Bobo-Dioulasso et d'Ouaïgouya prépareront 500 mentors du désert. Ils enseigneront la gestion durable des troupeaux, la reforestation naturelle et la logistique communautaire. Première évaluation prévue dans 12 mois. Cartographier les sols vivants. Le ministère de l'écologie déploiera des stations météo villageoises pour suivre humidité, température et biodiversité. Les données seront publiées en open source afin que chercheurs africains et internationaux puissent y accéder. Une science partagée du vivant. Soutenir la microéconomie féminine. Un fonds rotatif de 4 milliards CFA alimentera les coopératives dirigées par des femmes. Chaque prêt sera remboursé en eux, un symbole qui lie économie et biologie. Les résultats seront évalués sur le nombre de familles devenues autosuffisantes. Préserver la philosophie. Ibrahim Traoré l'a répété. Si nous transformons la croyance en administration, nous la perdons. La dernière étape consiste donc à protéger l'esprit du projet. Garder la flexibilité, la poésie, la mémoire des débuts. Le plan prévoit un conseil de sages du Sahel chargé d'arbitrer les décisions techniques selon les principes d'origine. Cette feuille de route n'est pas un aboutissement, c'est une respiration organisée. Le désert apprend, lentement, à planifier sans se fossiliser. Au crépuscule, Amina Senou marche entre ses enclos, le sable encore tiède sous ses pas. Elle ramasse un œuf, le tient dans sa paume comme un souvenir vivant. Autour d'elle, les rires d'enfants se mêlent au bruit des ailes. La scène paraît ordinaire, mais c'est ainsi que se mesure une révolution, dans la continuité du geste. Le désert n'a pas changé d'un coup. Il a appris à respirer autrement. Ibrahim Traoré observe cette lente métamorphose avec la retenue d'un artisan. Pas de triomphe, seulement la patience du travail bien fait. Dans ses discours, il ne promet plus le succès, il parle d'entretien. Ce que nous avons gagné, ce n'est pas la victoire, c'est le rythme. Chaque plume devenue compost, chaque rire devenu donné. Le miracle n'a pas besoin de majuscules. Les oiseaux reviendront peut-être, ou non, mais l'idée, elle,
restera perché dans la mémoire collective. Amina ferme la main et l'œuf disparaît dans la lumière du soir. La dignité a retrouvé sa forme. Cette histoire ne se termine pas. Elle s'étend, invisible, à travers les dunes et les mémoires. Le Burkina Faso n'a pas seulement nourri son peuple, il a prouvé qu'un peuple pouvait nourrir son destin. Ce que l'on appelle Green Protein n'est plus un plan, mais un langage. Il se parle en rire d'enfants, en coopérative improvisée, en graines portées par le vent. Dans un monde où la dépendance se déguise souvent en aide, cette expérience offre une respiration. La preuve que la souveraineté n'est pas un privilège, mais une habitude, ma habitude à cultiver. Ibrahim Traoré disait que la liberté devait apprendre à voler. Peut-être que le Sahel nous montre simplement comment écouter ses ailes. Alors, regardez ces terres renaissantes, ces villages qui chantent. Demandez-vous, si eux peuvent faire fleurir le désert,